suivait imperturbablement sa route sans jamais s'arrêter ni revenir en arrière. Annette écoutait ses premiers messages et abandonnait ensuite Nin à la lecture de son texte. Annette n'en prendrait pas connaissance. Nin éprouvait cependant, le temps de la lecture, la plaisante illusion de bénéficier d'une bienveillante attention. Ce sentiment lui facilitait les dernières finitions, elle multipliait les messages vocaux jusqu'à l'achèvement qu'elle estimait définitif du texte. Elle envoyait ensuite un mail à Annette qui contenait le nouvel épisode des aventures de la famille Valente. Annette le lirait plus tard, au moment qui lui conviendrait le mieux. Les deux amies, qui s'étaient connues 30 ans plus tôt sur le campus de Jouy-en-Josas, prévoyaient dès lors de se rencontrer. Après une journée de travail au sein d'une grande banque commerciale, Annette rejoignait Nin dans un café de la place de Moncey, près du boulevard de Tessier. Elles bavardaient. Annette évoquait le dernier chapitre de Nin. Elles attendaient ensuite Roland et Cyprien, le mari d'Annette, afin de partager un agréable dîner dans ce même café, dont les tarifs défiaient toute concurrence. Roland et Nin avaient récemment découvert cet endroit. Ils n'avaient pas tardé à en faire leur lieu de prédilection pour leur déjeuner et dîner du week-end lorsqu'ils allaient au restaurant. Les conversations étaient plus animées qu'à la maison. Nin manifestait dans ces conditions un enthousiasme toujours identique pour qu'ils gagnent ensemble, allègrement, le Royal de Ligny de l'autre côté de la place de Moncey. Chapitre 8. Vigilance. Simon vivait à la maison. Nin le supposait heureux. Elle favorisait toute parole qu'ils pouvaient échanger. Parler était le pont qu'elle connaissait le mieux pour établir un lien entre les êtres. Elle lui apportait ses repas dans sa chambre, équilibrés, viande, féculents, fromage, yaourt et pommes. Ils n'étaient point très variés, mais l'originalité, notamment en présence de légumes, n'avait en général pas grand succès auprès de lui. Elle l'avait senti inquiet au retour de Kerbillan, avant ses examens, qui eurent lieu au début du mois de novembre. La réussite ne fut pas au rendez-vous. Il obtint un 7 de moyenne aux 2 unités d'enseignement principales et un 12 à l'épreuve orale d'anglais économique. Sa première année de master avait été inutile, ou presque, au vu des résultats qui l'éloignaient du 10 nécessaire pour obtenir son diplôme. Celui-ci était normalement préparé en 2 ans. Simon avait accumulé du retard dans le décompte des points alors qu'il entamait à l'automne 2016 la dernière partie du programme. La vigilance de Nin était en éveil. Elle craignait qu'il ne se décourage. Mais la tranquille égalité d'humeur de Simon paraissait inchangée. Il cherchait un stage qu'il devrait effectuer de janvier à mars 2017. Il consultait en vain les sites internet censés présenter des propositions correspondant à son niveau d'études. Nin intervint alors, comme elle l'avait fait l'année précédente. Il avait également peiné, en première année de master, à trouver une entreprise susceptible de lui ouvrir ses portes pendant 3 mois. Nin avait retenu à l'époque la méthode traditionnelle de l'envoi postal. Ensemble, ils avaient écrit la lettre qui motivait sa demande. Nin avait consulté les pages jaunes de l'annuaire et avait envoyé des dizaines de courriers à des cabinets d'expertise comptable du 8e arrondissement. Elle avait choisi ce quartier, connu pour accueillir de nombreuses entreprises de ce type. Les réponses avaient été abondantes, rapides et positives. 1 an plus tard, Nin orienta ses recherches vers un autre quartier de Paris. Simon n'avait en effet que très moyennement apprécié son expérience dans un cabinet de la rue François Ier, dont l'entrée monumentale au sol dallé de marbre menait à des bureaux open space délimités par des parois de verre. Le luxe lui avait semblé ostentatoire. Les ordinateurs, visibles par les clients qui se rendaient sur place, constituaient l'un des éléments du standing de l'entreprise. Leur fréquent renouvellement répondait apparemment davantage au désir d'afficher une visible modernité en matière informatique plutôt qu'à un objectif d'efficacité pratique.
Des défaillances de tous ordres survenaient, liées à l'équipement trop récemment installé ou aux nouveaux logiciels que les salariés découvraient et qu'ils ne maîtrisaient qu'avec peine. Les facturations aux clients étaient scandaleusement démesurées pour un travail qui était en réalité superficiel et bâclé. Le rendement seul importait. Ils sont snobs, ils se la jouent là-dedans, commentait Simon. L'ambiance ne pouvait, supposait Nine, que subir l'influence déplaisante d'un patron exclusivement préoccupé par le chiffre d'affaires généré à chaque heure de la journée. Il avait une maîtresse, que ses employés apercevaient de loin en loin lorsque, juchée sur de hauts talons, blonde et maquillée, elle traversait les bureaux arborant leurs rutilants appareils dernier cri disponibles sur le marché des ordinateurs. Elle recevait une rémunération conséquente en rétribution d'un travail qui n'existait pas. Un an plus tard, Nine se garda d'orienter ses investigations vers l'ouest de Paris. Elle choisit leur propre 12e arrondissement, auquel elle ajouta le 11e, immédiatement voisin. Le quartier était indiscutablement plus populaire, et les trajets quotidiens de Simon, en cas de succès de la démarche, seraient de surcroît amplement allégés. Les réponses ne se bousculèrent pas, ni sur la ligne téléphonique de Simon, pas plus que dans sa boîte mail, mais à dire vrai, de même que dans le domaine amical ou amoureux. Une unique rencontre peut changer une vie, de même, il lui suffisait d'une seule proposition pour que s'éclaircisse la perspective de ses futures semaines d'étudiant. Tel fut très précisément le cas. Une unique entreprise se manifesta. Simon éprouva un bref mais vif sentiment d'inquiétude rétrospectif. Il avait tout juste évité la situation déplaisante du pauvre garçon incapable d'être prêt comme les autres en temps et en heure à aborder l'exercice obligé du travail en cabinet. Il signa son contrat de stage et partit en famille, tranquillisé sur ce point, vers les pistes de Haute-Savoie dominées à Chamonix par la vertigineuse aiguille du Midi. À leur retour, Nine le voyait, qui se rendait chaque jour dans les bureaux de compta conseil. Ils travaillent sérieusement, disait-il. Ils ne font pas de cinéma. Simon mesurait le contraste avec sa dernière expérience. Il appréciait la différence. Nine était attentive à son humeur, à son bien-être. Était-il en forme? Ne risquait-il pas de temps à autre d'être menacé par la tristesse? Il n'avait pas de petit ami. Il ne parlait pas du domaine très privé de sa vie affective. Il demeurait, au fil des années, un supporter passionné du PSG. Il lisait régulièrement Science et Vie, auquel son père l'avait abonné. Il demeurait paisible. Malgré son échec à ses derniers examens, ainsi qu'au permis de conduire qu'il avait passé en fin d'année, il l'avait tenté pour la première fois. La déconvenue était de peu d'importance aux yeux de Nine comparée à ses récents résultats universitaires. Nine saisissait toute occasion pour bavarder, comme par surprise autant qu'elle le pouvait, entre deux portes, entre la salle de bain et la cuisine, sur le canapé, un soir où il s'installait devant un match de football. La vie était généreuse. Nine la trouvait réjouissante lorsqu'elle lui offrait de tels cadeaux improvisés. Chapitre 9. De faibles risques d'erreur. 5 ans plus tard, le jeudi 7 avril 2022, Nine avait retravaillé, comme à son habitude, son roman en cours. Celui-ci avait pour ambition d'évoquer leur séjour familial à Chamonix en décembre 2016. Simon avait 28 ans à cette date, en avril 2022. Il n'habitait plus boulevard de Tessier. Il dînait ce soir-là à la maison avec les parents. Marc, Delphine et Manou, la mère de Roland, étaient aussi présents. La conversation suivait son cours imprévisible, surprenante même, comme elle peut l'être parfois. Nine apprécie quand les paroles du moment empruntent ainsi de temps à autre des chemins inattendus. Elle tente en général d'attraper au vol la chance qui se présente dans l'instant, sans avertissement préalable.
elle essaie de prolonger la dynamique des idées qui a eu l'heure de se manifester. Simon en vint ce soir-là, au détour des propos échangés, à s'interroger sur la nature de l'homme, bon ou mauvais à l'origine. Le sujet était vaste, intéressant à coup sûr, point si facile à aborder. À peine sans doute la question avait-elle traversé son esprit qu'il s'était laissé aller à l'instant même à la formuler. « Vous y croyez vraiment à la bonté de l'homme » avait-il demandé. Il avait probablement parlé sans trop y penser, mais Nin n'avait bien évidemment pas laissé passer cette possibilité, présentée par son fils qui plus est, de tenter d'approfondir ce genre de questions éminemment morales. Ou bien plus simplement, elle ne s'était pas privée de retenir cette éventuelle perspective d'un échange quelque peu prolongé, ou plus légèrement encore, elle avait souhaité s'amuser, sans autre conséquence avec les mots. « Et alors, demanda-t-elle, tu en penses quoi? L'homme, dis-nous, à ton avis, bon ou mauvais ?» Simon lui opposa un silence, tout en lui exprimant dans le même temps une moue de perplexité, ou de fatigue peut-être, ou encore de paresse, ou d'ennui, comment savoir, suscité, ce n'était pas impossible, par l'intervention maternelle, qui n'était après réflexion pas réellement pour le surprendre. « Précise, demanda Nin, dis-nous à quoi tu penses. » L'absence réitérée de réponse poussa Nin à insister, phrase après phrase, tout en glissant un silence entre chacune d'elles, pour voir si, par hasard, elle avait enfin atteint son but et décidé le jeune homme à préciser sa pensée. Elle prononça des mots, les uns après les autres, voulant l'aider et lui donner des pistes. Ainsi, peut-être réussirait-il à saisir l'extrémité d'une idée et à la formuler. « Dis-moi, poursuivit-elle, tu as sans doute assisté à des scènes dans ta vie qui t'ont fait pencher vers telle opinion ou bien telle autre. » Le silence persistait. Les mots demeuraient enfermés, bien cachés, si toutefois ils existaient, enfouis, en lui, à la frontière du presque dit ou du bientôt dévoilé. Nin n'aurait, au grand jamais, et quelles qu'eussent été les conditions, à aucun moment, fait mine de désirer braquer. Dans les yeux de Simon, une aveuglante lumière, accompagnée des objurgations d'usage en ce cas du genre mais parle donc, dis-nous ce que tu as au fond du cœur. L'image du questionnement policier n'est ici mentionnée, le lecteur l'aura compris, qu'à titre humoristique ou bien à l'extrême limite, afin de forcer, peut-être relativement pesamment, le trait caractérisant le comportement sur le moment de Nin, ni perverse, ni autoritaire, ni indûment possessive. Elle était plutôt d'avis que le fait de s'exprimer dans un cadre familial, amical, ou plus généralement professionnel ou social, était source de joie, bien plus que l'enfermement des sentiments et réflexions en son propre cœur. Son attitude envers son fils, en dépit de ses 28 ans qu'il avait atteints en décembre dernier, lui était une sorte de réflexe. Cela ne peut pas lui faire de mal, était la pensée qui traversait son esprit, quasiment inconsciente, alors qu'elle luttait contre son persistant silence. Elle avait par ailleurs tendance à agir de même avec tous ceux qu'elle aimait, à chaque fois que l'occasion se présentait. Elle n'était, soit dit en passant, peut-être pas en ce domaine la plus chanceuse des femmes. Parmi sa proche famille, ni Simon ni Roland n'étaient de notoires grands parleurs. Marc pouvait quant à lui prendre activement en main la barre de la conversation, à condition toutefois qu'il fût suffisamment en forme au moment requis. Delphine, pour sa part, se rangeait plutôt du côté du retrait
et de la discrétion. Ce fut ainsi que Nine, loin d'adopter le rôle de l'inquisitrice, qui aurait dirigé une violente lumière sur le visage de Simon, prit au contraire le parti de nourrir elle-même le débat. Elle montrerait l'exemple, c'était à elle de faire l'effort de réfléchir à la question, légitime s'il en était, de la nature profonde de l'homme, bonne ou mauvaise. Elle commencerait, elle prendrait position, Simon ensuite, disposant de premiers éléments de réflexion, serait peut-être enclin à se prononcer. Nine rassembla rapidement ses idées sur le sujet, la partie se jouait dans l'instant et non pas dans 48 minutes. Elle réfléchit et se lança. Franchement, dit-elle, de mon côté, si j'essaie d'y penser, ce ne sont pas des scènes de mal qui me viennent à l'esprit, mais plutôt des faits réconfortants sur la nature humaine. Les seules anecdotes qui lui venaient en effet en tête étaient les aventures de Cocotte, une brave chienne, ainsi nommée dans une nouvelle de Maupassant. Nine l'avait écoutée quelques heures plus tôt, tout en faisant sa toilette et en vaquant par-ci, par-là, à l'indispensable remise en ordre de la maison. Histoire d'un chien, la nouvelle en question, était, comme tous les romans et nouvelles de l'immense écrivain, un incomparable joyau. L'amour, la compassion et la souffrance, constitutives de la vie de l'homme, étaient au cœur de ce récit. Nine avait demandé à Simon de citer un exemple significatif selon lui, soit du bien, soit du mal, en créant la nature humaine. Quant à elle, le récit du destin de Cocotte lui semblait être une possible entrée en matière. Elle se concentra, elle chercha les mots susceptibles de convenir, et elle commença à raconter l'histoire de François, un cocher qui travaillait chez de riches bourgeois aux environs de Paris. Il fut un jour suivi par une chienne, maigre à faire peur. Il essaya de s'en débarrasser, il fit mine de lui lancer des pierres, elle s'éloignait momentanément, puis reprenait fidèlement son chemin derrière lui. François rentra chez son maître, qui accepta d'accueillir la pauvre bête. Elle fut alors baptisée Cocotte. Un profond attachement liait François et l'animal, mais sa présence devint insupportable dans la maison, où des dizaines de chiens accouraient, attirés par Cocotte. Gourmande et heureuse de son sort, elle souffrit d'une sévère obésité. Elle mettait régulièrement bas de nombreux chiots que François noyait dans la rivière. Les chiens envahissaient la maison, ils volaient, ils se réfugiaient sous les escaliers, dans les chambres, dans d'improbables recoins de la bibliothèque, du salon et de la salle à manger. Ils saccageaient le jardin, et François se vit mis en demeure de se débarrasser de l'animal sous peine de licenciement. Il essaya de sauver Cocotte, mais personne ne voulait l'accueillir. Elle fut emportée loin de la maison, dans la voiture d'un voyageur, mais elle retrouva son chemin. L'histoire, prévisible, prit fin au bord de la rivière. La chienne, une lourde pierre attachée autour du cou, fut noyée par son maître. Auparavant, tous deux s'exprimèrent mutuellement d'intenses manifestations d'affection. « À ton avis, Simon, demanda Nine, cette histoire est plutôt signe du mal au cœur de l'homme ou plutôt d'amour ou de bonté ?» Simon convint que cet émouvant récit était teinté de tendresse et de compassion. Il avait écouté Nine. Il lui avait répondu. Il ne se décidait cependant pas davantage à dévoiler la pensée qu'il avait fait s'interroger quelques minutes plus tôt. Un autre exemple était venu à l'esprit de Nine, pendant qu'elle évoquait la nouvelle de Maupassant. Mais elle le tut. Elle n'avait pas l'intention de fatiguer Simon avec ses propres considérations. Elle avait parlé déjà, bien assez longtemps, lui semblait-il. Elle aurait aimé qu'il s'exprime sans pour autant risquer de le submerger par ses pléthoriques propos personnels. Elle se souvenait d'un jour de 1986. Elle venait d'être embauchée chez Réseau Télécom. Elle portait en bandoulière son beau diplôme d'HEC. Elle aurait dû, selon toute vraisemblance, c'était la règle du genre, impressionner plus d'une personne autour d'elle, alors qu'en réalité c'était Nine, elle-même, qui était la première à être impressionnée, non pas par son passé d'étudiante, censément prestigieux, mais par les missions qui lui étaient confiées. Elle n'avait pas droit à l'erreur, sous peine d'être considérée comme stupide, eu égard aux attentes de l'entreprise.
justement en fonction de son cursus officiel acquis dans l'enseignement supérieur. Ses compétences techniques étaient loin d'être exceptionnelles. Elle se perdait dans des labyrinthes informatiques. Elle découvrait des logiciels de contrôle dont elle ne comprenait pas le mode de fonctionnement. Elle n'osait pas demander de l'aide. Un jeune homme, installé comme elle dans la salle des machines dédiée à la vérification comptable des entités décentralisées, travaillait depuis plusieurs années en ce lieu, dans les bureaux de la direction financière de Réseau Télécom. Son salaire, cependant, devait être sensiblement inférieur à celui de Nine. Les niveaux de diplôme définissaient précisément, comme il se devait, la grille de rémunération de la société, l'une des plus grandes entreprises publiques de l'époque. Nine ne se souvenait pas si elle avait fini par lui poser une très discrète et apparemment anodine question, ou bien s'il avait lui-même perçu un possible malaise chez sa collègue, perplexe, devant son clavier. Toujours est-il qu'il prit son temps, sans compter. Il lui dévoila les arcanes d'obscurs dédales numériques aux yeux de Nine. Il lui était paru normal, tout simplement, d'aider cette personne en posture délicate non loin de lui. Nine ne raconta pas à Simon ce banal souvenir d'une journée parmi d'autres au début de sa vie professionnelle en entreprise. Elle avait auparavant été enseignante dans un lycée technologique. Elle ne voulait pas l'encombrer avec ses sensations personnelles. Mais elle y fit cependant allusion dans le but toujours le même, qui était de tenter de mettre en mouvement le flux des paroles de son fils. « Mais dis-moi, lui dit-elle, est-ce que personne ne t'a jamais aidé au travail, par exemple, gratuitement, sans rien attendre en retour ?» Simon fit un signe d'assentiment et se décida enfin à ouvrir les vannes du récit qu'il avait en tête. Nine ne fut pas peu fière de cette manifestation, certes tardive mais néanmoins bien réelle, de la parole. Elle n'hésita pas à s'en attribuer tout le mérite. « Vous vous souvenez comment ça, Simon, ce gars, mon patron dans le 8e arrondissement, l'expert comptable, il était infect. Il y avait une femme qui travaillait avec lui depuis 15 ans. Elle lui était dévouée, il l'impressionnait. Elle n'avait connu que lui comme patron. C'était sa référence. Elle attendait un bébé. C'était son premier enfant. Ce gars-là gagnait des 1000 et des 100, mais il se moquait des gens. Les clôtures d'exercice sont arrivées avec la panique, la précipitation, l'urgence habituelle. Rien n'a changé. Elle devait travailler, elle avait des missions en province, elle était débordée. Elle continuait à venir au bureau pendant son congé maternité. Elle emportait du travail chez elle. Bien imaginé, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu son bébé. Quelque temps après, elle était de nouveau enceinte. Et vous croyez qu'il était différent? Pas du tout. Il était le même. La même histoire très exactement recommençait. Nine lui avait demandé si la jeune femme avait, cette fois-ci, réussi à avoir son enfant. Simon l'avait rassuré. L'issue avait alors été favorable. Cet homme ne brillait pas par son humanité. L'affirmation était sans doute assez peu discutable. Chapitre 10. Une ombre au tableau. Simon avait accumulé des points de retard. Son année universitaire comprendrait non seulement les nouvelles matières du programme, mais il serait aussi dans l'obligation de repasser la très conséquente épreuve de gestion juridique, sociale et fiscale. À peine les résultats furent-ils annoncés que Roland anticipa immédiatement l'ampleur du travail à venir. Simon n'avait plus droit à l'erreur, et Roland estima dans l'instant que Nine et lui-même, en tant que parents, devraient monter sur le pont et contribuer fort activement à la manœuvre. La tempête faisait rage, il fallait agir. Roland aiderait son fils à préparer les épreuves de la 2e année, telles que l'examen de contrôle de gestion et la présentation du mémoire de recherche lié au stage en entreprise. Il reverrait avec lui le programme de droit approfondi qu'ils avaient déjà étudié l'année précédente, et il aurait été absolument injuste que Nine se contente, au cours des prochains mois, de prendre du bon temps, de voir ses amis et d'écrire, ainsi qu'elle s'apprêtait à le faire. Elle devait impérativement participer, l'affaire était grave, un incontestable danger menaçait la maison. Roland avait décidé que Nine aiderait Simon, elle se chargerait
donc du management des systèmes d'information. Cette matière était nouvelle et lui-même se sentait incapable d'ajouter ce pensum dans sa propre besace. La catastrophe s'était abattue sur les épaules de Nine. « Mais je n'y connais rien, disait-elle à Roland, ce sera impossible. Et moi, lui répondait-il, tu ne crois pas que c'est un effort pour moi de m'y mettre? Et le mémoire qu'il faudra rédiger, tu crois que ce sera facile? Et le contrôle de gestion? Je connais un peu, de par mon métier, ma formation, mais je vais devoir approfondir. Et la gestion juridique, sociale et fiscale, je vais la revoir en détail, bien plus que l'année dernière. Ce sera du travail. Il n'y a pas de raison. Il te suffira d'étudier le sujet, tu verras, tu y arriveras. Nine avait pris connaissance du programme. L'horreur l'attendait. Des schémas divers et variés présentaient sur de vastes surfaces leurs figures abstraites et sibyllines. Elle découvrait des termes inconnus. Des développements abscons étaient mêlés à des paragraphes, rédigés, semblait-il, dans le seul but d'emplir un certain nombre de pages. Figuraient également de loin en loin des éléments de technique extrêmement pointus, traitant notamment du matériel nécessaire en fonction des projets des entreprises étudiées. Comment y parviendrait-elle? Nine avait appris en décembre l'injonction de Roland. Elle avait essayé tout d'abord de ne pas trop y penser, mais le temps passerait rapidement. Elle en était certaine, et la question alors infailliblement deviendrait d'actualité. Elle n'échapperait pas au piège qui à coup sûr se refermerait sur elle. Elle devrait l'accepter, et le profond, le lourd ennui de cette affaire l'accablait d'ores et déjà. Elle n'avait pas le choix, elle s'y soumettrait. Chapitre 11. Peu importe la complexité. Excepté cette contrariante perspective qui se dessinait à l'horizon de son avenir proche, Nine n'aurait rien voulu changer à sa vie. Elle bénéficiait de l'affection des personnes qui comptaient pour elle, celle de son mari, de Simon, qui vivait encore avec eux, de sa mère et de ses amis. Quant à ses relations avec Marc, son fils aîné qui habitait de l'autre côté du boulevard de Tessier, Nine les trouvait également privilégiés. Il venait dîner avec Delphine environ une fois par semaine. Nine avait aisément et rapidement compris qu'elle se devait, depuis qu'il n'était plus à la maison, d'adopter le rôle de la femme qui invite. Elle s'était habituée, cette solution était visiblement la seule qui s'offrait à Roland et elle afin d'entretenir des liens relativement animés avec le jeune couple. Auparavant, parents et enfants ne prenaient pas leur repas ensemble. Ils étaient proches cependant, mais d'une autre façon qu'autour d'un dîner ou d'un déjeuner. À ces repas hebdomadaires avec Marc et Delphine, ainsi qu'en présence de Simon, d'un type assez social tout compte fait, l'on pouvait ajouter les petites conversations plus intimes, comme dérobées à la vie quotidienne qui surgissaient à l'improviste entre Marc et Nine quand ils passaient à la maison, en général pour une quelconque question pratique. Nine se précipitait alors pour échanger avec lui rapidement tête à tête. Il n'était vraisemblablement pas très raisonnable d'espérer obtenir davantage. Mais si une telle éventualité se présentait, Nine était en ce cas bien loin d'être la plus malheureuse des femmes. Elle n'avait, en ce sens, pas hésité à proposer un long week-end familial à 5, le 14 juillet dernier, dans un hôtel du boulevard de l'Atlantique à Querbillon, et ils avaient aussi passé une semaine ensemble au mois d'août, dans une ancienne maison de pêcheurs située près du yacht club de la petite ville bretonne. Nine n'oubliait par ailleurs pas que Simon n'envisageait en aucun cas de prendre des vacances ni de quitter Paris en l'absence de son frère. Elle avait donc organisé ses vacances d'été, indéniablement brèves, mais qui avaient eu cependant le mérite d'exister.
Les jours de novembre s'écoulaient, rapides et occupés, pour Nine, Roland et les 3 jeunes. Noël approchait lorsque l'idée des vacances traversa l'esprit de Nine. Elle savait d'avance ce que seraient les fêtes de Noël. Un dîner ou un déjeuner aurait lieu dans un cadre familial élargi. La table réunirait 11 personnes, dont la mère de Roland, son frère et son compagnon, sa sœur, son mari et leurs 2 filles. La mère de Nine serait absente. Claire se rendrait en effet, comme tous les ans, chez sa fille aînée. La table au restaurant serait joliment décorée et bien garnie. On mangerait, on parlerait, relativement succinctement, un peu superficiellement, telle étant la règle du genre en ce type de réunion. On remercierait Manou, la mère de Roland, pour la savoureuse invitation, et l'on se dirait au revoir. L'événement ne serait pas déplaisant, mais si Nine pouvait créer l'occasion de vivre ensemble des moments différents, plus riches et plus originaux, elle essaierait de proposer l'aventure. Elle pensa immédiatement à une semaine qu'ils pourraient passer ensemble à Chamonix. Elle serait capable d'organiser ce projet. Elle était en terrain connu. Roland et elle y avaient souvent emmené les garçons dans le passé. La perspective lui parut séduisante. Elle en parla à Roland, qui n'y fut pas opposé. Elle ne perdit pas de temps. Elle évoqua le projet à la première occasion où ils se trouvèrent réunis tous les 5. Elle s'exprima. La réponse des jeunes était attendue. Ils disposaient certes d'un certain temps de réflexion, mais celui-ci ne pouvait pas être infini, dans la mesure où le futur immédiat devait être préparé, organisé et structuré, en l'occurrence par Nine. « Oh là là, je ne sais pas si je vais pouvoir m'absenter », fut la première réaction de Marc. Il travaillait dans un service comptable, il terminait sa première année chez Aide à Infrastructure. Ses conditions n'étaient effectivement peut-être pas les plus favorables pour un départ en fin d'année. Ses jours de congé n'étaient plus par ailleurs extrêmement nombreux. Delphine restait silencieuse. Nine avait cependant le sentiment que l'idée ne lui déplaisait pas. Nine ne put sur le moment s'empêcher de comparer leurs 2 réactions. « Marc est un enfant gâté », se dit-elle. Des vacances distrayantes lui ont toujours été offertes, comme sur un plateau. Le ski en particulier. Je ne dirais pas, bien sûr, que le ski le laisse indifférent, mais enfin, il a connu le plus souvent des vacances sportives avec le ski, la voile, j'ai aussi proposé le tennis, alors qu'il n'en avait jamais exprimé le désir, et ainsi son faible enthousiasme dans ces conditions est-il vraiment surprenant? L'enfance de Delphine a été différente, contraire même. Le ski, par exemple, serait une découverte pour elle. Sa mère est gardienne, son père salarié chez un artisan boucher, et enfant, elle a passé toutes ses vacances chez ses grands-parents en Normandie. Ils avaient une ferme. Nine dut interrompre 5 ans plus tard, en 2022, le retravail du récit de cette soirée, où elle avait évoqué une possible semaine à Chamonix. Marc était alors à ses yeux un enfant gâté, mais que faisait-elle donc alors, si ce n'était intervenir dans la vie de son fils, âgé à cette époque de 26 ans. Elle avait pourtant été d'ores et déjà échaudée, elle avait déjà souffert de sa propre attitude organisatrice et peu discrète. Son malaise avait été extrême un an plus tôt, en novembre 2015. Elle revenait d'une semaine sans joie, passée en Martinique sur son initiative, avec Roland et les 2 garçons. Ce sera terminé, s'était-elle dit, de retour à Paris, fini, ce type de séjour dont je suis à l'origine, et où Marc et Simon, conciliants et disciplinés, n'ont d'autre choix que de suivre le mouvement. Et pourtant, après quelques mois, en 2016, elle pensait aux vacances de Noël. Nine décidait, dans les moments de crise, de son futur effacement. Puis le temps passait, et elle revenait à son illusion de vie commune, en oubliant que ses fils étaient des adultes,
Elle avait enfin compris, en 2022, qu'il n'est pas bon, à partir d'un certain âge, que les enfants partagent la vie des parents. Le jeune manifeste alors spontanément une forme de régression ou de résistance déplaisante, aussi bien pour lui-même que pour son entourage. L'évolution s'impose, qui doit être acceptée. Les plus âgés passent la main et font confiance à la génération qui suit. Celle-ci agira exactement comme elle l'entend. Nin avait pris conscience de cette nécessaire et bénéfique évolution, avec peine et lentement. En 2022, elle ne l'oubliait plus et vivait plus sereinement. Mais Nin n'était pas habitée en 2016, le soir où elle mentionna un possible séjour en Haute-Savoie par ce type de réflexion. Delphine lui avait semblé plutôt intéressée. Marc n'apparaissait pas quant à lui démesurément enthousiaste. Tous deux avaient ensuite sans doute discuté ensemble du sujet. L'idée n'est peut-être pas mauvaise, avait probablement remarqué Delphine, et même si Marc n'était pas extrêmement passionné, il ne pouvait décemment pas en faire part. Une réticence en ce domaine eût été relativement discourtoise, familialement ou socialement parlant. Nin obtint leur réponse favorable, mais incertaine quant aux dates possibles du séjour de Marc. Elle étudia dès lors promptement la question. La famille n'était plus allée à Chamonix depuis 4 ans. Les démarches entreprises par Nin présentèrent une certaine complexité. Elle pensa tout d'abord à retenir des chambres d'hôtel, mais le prix pour un séjour de 5 personnes risquait d'être très élevé et elle ne parvenait pas, quoi qu'il en soit, à joindre quiconque au téléphone. Ses appels demeuraient sans réponse. Les hôtels devaient d'ores et déjà être complets. Elle réalisa qu'elle ne commençait que tardivement sa prospection personnelle. Ce fut alors qu'elle reçut, par l'effet d'un heureux hasard, une publicité de Interhome, un organisme de location saisonnière dont elle avait utilisé les services 4 ans plus tôt, à l'occasion justement de leur dernier séjour à Chamonix. Elle appela, elle fut enchantée de trouver un lotissement dont elle connaissait l'emplacement. Les balcons s'ouvraient sur les pistes du Savoie. Les garçons n'avaient jamais eu la chance dans le passé d'entamer au matin leur journée de ski en sortant directement sur les pentes neigeuses. La situation serait de ce point de vue incroyablement exceptionnelle. L'affaire fut rapidement conclue pour 2 petits appartements à un prix raisonnable aux yeux de Nin. Elle se trouva assez satisfaite de sa propre efficacité. Marc ne lui avait cependant pas facilité la tâche. Elle n'avait pas voulu faire mine de l'importuner en lui demandant de trop nombreuses précisions sur ses futurs jours de congé. Elle concédait volontiers que sa profession, liée aux clôtures comptables, limitait dans les faits sa liberté en fin d'année. Nin élabora dès lors une organisation relativement sophistiquée. Elle prit le parti de prévoir 2 séries de voyages, le premier de 3 jours, pour lui en particulier, et le second d'1 semaine pour le reste de la famille. Nin trouvait que l'enjeu valait la peine qu'elle se donnait. Elle était prête à régler un loyer d'1 semaine dans la résidence du Savoie, même si Marc ne restait que 3 jours avec eux. Les moments qu'ils passeraient ensemble à la montagne seraient riches, quelles que fussent les difficultés rencontrées pour y parvenir. La SNCF autorisait le remboursement des billets jusqu'à l'instant du départ. Elle réserva plusieurs fois, elle annula en conséquence. Elle réitéra certains achats de billets, parfois identiques, en raison des changements de date précisés par Marc, ou bien parce qu'elle-même avait mal compris ces différentes évolutions. Elle multiplia les appels téléphoniques. À la 1re heure du matin, les agents de la SNCF étaient difficilement joignables dans la journée. Nin dut également se rendre dans le grand hall de la gare de Lyon. Elle fit la queue devant l'un des nombreux guichets. La rencontre physique avec l'un des employés de l'entreprise publique s'était avérée nécessaire pour démêler un embrouillamini erratique de réservation et d'annulation préalable pour une personne comme Nin, qui était loin de se délecter des encombrantes préoccupations matérielles de l'existence. Elle s'était trouvée extrêmement bien servie, mais elle ne le regrettait pas. La perspective lui était précieuse, de parcourir un peu de chemin, même bref, tous les 5 sur cette terre,
plus précisément au pied de l'imposant Mont Blanc. Nin ne compta pas son énergie pour éprouver, quelques jours avant le départ, la joie d'entendre Marc lui annoncer qu'il pourrait s'absenter pendant toute la semaine. Le contraire l'aurait en réalité étonnée. Elle n'aurait su cependant, cela va de soi, en être certaine avant son ultime confirmation, et elle se félicite de ne pas avoir insisté davantage auprès de lui sur ces questions de date. Discrétion et habileté envers le jeune homme lui étaient devenus des comportements maternels absolument incontournables. La situation de Simon était plus simple. Il disposait dans son école des congés habituels de Noël. Ils partiraient ensemble du 17 au 23 décembre et seraient présents à Paris le jour de Noël. Cette condition était impérative pour les parents de Delphine, avait précisé Marc. L'horizon s'éclaircissait. Il ne restait plus qu'à rassembler les casques, les anoraks, les pulls et autres après-ski. Chapitre 12. Des couleurs éclatantes. L'étape de la réservation des billets de train et des 2 appartements était enfin atteinte. Demeurait encore celle des affaires de ski qui devaient être retrouvées et essayées par les futurs voyageurs. Le dernier séjour montagnard datait de 4 ans et Nin avait en partie oublié où elles avaient été entreposées dans différents endroits de la maison. Elle mena ses recherches et trouva les objets contente de ce nouveau succès. Mais ensuite, la difficulté consista à pousser Marc et Simon à procéder aux différents essayages. Ce ne fut pas sans peine. Nin dut insister à chacune de leurs rencontres, mais ils finirent, un beau soir, par se plier à ces demandes répétées. Delphine s'était, pendant ce temps, discrètement préparée. Alors que Nin n'avait cessé de demander à ses garçons qu'ils lui accordent quelques minutes pour qu'ils repèrent les damars et les chaussettes de laine qui leur revenaient, Delphine, qui n'était pas équipée, s'était acheté des pantalons de ski, des gants et un anorak. Nin la contempla, habillée de neuf. Elle la trouva touchante. Sa tenue était peut-être un peu voyante avec les couleurs éclatantes, blanches et rouges qu'elle avait choisies. Elle serait aisément repérée sur les pistes. Ces couleurs étaient celles d'une personne qui, partant à la découverte de la montagne, s'habille avec joie et enthousiasme. Delphine avait dû prendre plaisir à s'autoriser les couleurs originales proposées pour le ski. Nin était amusée, tout en anticipant que ces beaux habits neufs deviendraient rapidement moins éclatants sur les pistes. Le blanc de neige aurait vite fait de ressembler à un gris de pluie. Certains beaux anoraks pouvaient être également utilisés à Paris. Ce serait le cas de celui que Simon allait acquérir, bleu marine sobre et discret, quelques jours plus tard à Chamonix. Delphine, de son côté, ne pourrait bien évidemment pas arborer sa nouvelle tenue une fois de retour de la montagne. Elle vivait avec entrain son premier départ au ski. Elle était mignonne et attachante. Les garçons n'avaient pour leur part aucunement risqué de commettre certaines erreurs de débutants, en choisissant par exemple des couleurs par trop voyantes ou salissantes, ou encore une taille inadéquate. Marc avait constaté, après s'être penché sur cette question des vêtements à emporter, qu'il n'avait pas d'anorak. Il ne prit pas le temps d'en acquérir un neuf. Il porterait donc, le samedi 17 décembre au matin, gare de Lyon, au départ des grandes lignes, une légère veste de coton kaki. Simon serait habillé d'un vieil anorak qui avait appartenu à son frère, mais dont la fermeture éclair donnait de sérieux signes de faiblesse. L'équipement de Delphine serait pour sa part indiscutablement impeccable. Chapitre 13. Cours de Valbois. Le vendredi 16 décembre à 22 heures, Nin revenait d'un pas vif du cours de Valbois. Le ciel était éclairé de loin en loin par les lumières de la ville. Elle rejoignait l'appartement après avoir échangé quelques mots avec Marc sur le trottoir devant chez lui.
Ils s'étaient rencontrés en raison d'un détail pratique lié au voyage du lendemain. Le train à destination de Bellegarde partirait à 8 heures du matin. Nine accélérait sa marche. « C'est terminé, se disait-elle, avec mon fils aîné. J'en ai assez. Je ne lui imposerai plus rien, ou alors on pourra annuler. Il me fait comprendre à chaque fois qu'il est contraint, forcé de nous suivre. Mais cependant, je me tromperai encore, j'en suis sûre. J'interviendrai. Je ne saurais pas m'en empêcher pour qu'il s'active un peu, avec Delphine. Ils sont gentils, tous les deux. Mais franchement, ils suivent une ligne, bien droite, quotidienne. Et que font-ils, à part leurs obligations, leur travail? Je ne vois pas beaucoup de joie d'être ensemble, ou de faire ensemble, de vivre ensemble. Nine venait de retravailler De tristes riches, le récit de leurs vacances, passé à Chamonix justement, en février 2012, et elle voyait qu'elle n'avait pas changé. Mes garçons, pensait Nine, passaient leur vie dans leur chambre. On ne parlait pas beaucoup, et que faisait-on ensemble? Marc avait 20 ans, j'étais la mère, je faisais des efforts pour qu'il se passe quelque chose entre nous. Alors je parlais, beaucoup, autant que je le pouvais. Je parlais des films à l'époque, et maintenant, les films ne suffisent plus, Marc n'est plus à la maison.